dans toute cette affaire, je pense que le morceau le plus grave, c'est le réchauffement climatique. Je pense que le deuxième morceau très grave, c'est la montée générale d'une violence où le civil et le militaire commencent à s'imbriquer, le national et le local aussi, et le mafieux en même temps que l'idéologique. Mais on les laisse pour ce soir. Je prends le troisième plus grave. C'est cet ensemble, chômage plus précarité, qui démobilise les gens, paralyse l'économie, et qui est le ralentisseur de pouvoir d'achat, en même temps que la source de ce que le peu d'argent qui se crée va se volatiliser sur les marchés financiers au lieu de s'investir. Et je suis très heureux et assez fier d'ailleurs de ce que le collectif Roosevelt ait mis largement le temps de travail dans ses priorités des propriétés. C'est ce qu'on annonce le plus, ce qu'on dit le plus. Parce que nous sommes français et que nous sommes là-dessus le pays maudit en plus. Avez-vous remarqué que du temps de travail, on n'ose plus parler, on ne peut plus parler en France? Partout ailleurs, c'est un sujet d'étude, de réflexion, pas beaucoup d'action d'ailleurs, mais enfin, c'est un sujet d'attention. En France, c'est un sujet interdit. Nous sommes en guerre civile. Il y a d'ailleurs deux sujets. Je vois beaucoup de couples dans cette assemblée. Messieurs et mesdames, vous savez très bien, si vous voulez, quand vous recevez des copains, tranquille à table, on peut parler de tout, quelquefois même de religion, mais il y a deux sujets. Dès qu'ils sortent, le ton change, l'engueulade commence, on passe vite à l'affrontement, sinon à l'insulte, et on n'échange plus que des tabous contre tabous, en faisant disparaître toute réflexion. De temps en temps, des chiffres sont cités, sans jamais vérifier qu'ils sont cohérents entre eux, qu'ils sont compatibles, et qui veulent dire qu'ils parlent des mêmes choses. Le premier, c'est le nucléaire, et le second, c'est la durée du travail. C'est quand même absolument délicieux. Alors c'est d'ailleurs pour ça que j'adore être français, parce qu'on est quand même le plus chouette là-dedans. Notre art de complexifier la crise avec de l'engueulade nous est quand même particulier. Oui, en quoi, il faut peut-être prendre le problème par le début, c'est à ça que ça peut servir quand on a un petit peu de temps. Ce capitalisme qui nous régit, sous lequel nous sommes toujours, pour notre malheur aujourd'hui, mais qui a quand même entraîné des résultats absolument prodigieux. Il y a eu une mode récente, née dans la science économique, c'est d'essayer de faire du calcul rétrospectif. On évalue le PIB par tête du temps de l'Empire romain, sous Louis XIV, etc., etc. Et maintenant, on sait à peu près. L'étalon le plus long, c'est le prix du blé. Le blé était un élément tellement décisif que même en ancienne Égypte, et sous la Grèce et à Rome, on sait combien il coûtait et on suivait les cours. Enfin, les historiens repèrent. Et quand on prend le prix du blé comme indice du prix de la nourriture, on peut dire qu'ici, vous et moi, qui vivons là, nous vivons 140 à 150 fois mieux que nos arrière-arrière-grands-parents. Mais nos arrière-arrière-grands-parents, eux, qui étaient pour l'essentiel ruraux, vivaient à peu près comme les citoyens français de l'époque de la Révolution, qui lui-même ne vivaient pas beaucoup mieux que les citoyens de Louis XIV, qui eux-mêmes vivaient à peu près comme les citoyens aisés de l'Empire romain. Une civilisation dans laquelle la production essentielle est agricole, et où la transformation manuelle, de façon artisanale, de produits venus de l'agriculture, c'est ce que ça donnait pendant 6000 ans d'histoire, moins les derniers de 200 ans. La différence s'appelle le capitalisme. Alors le capitalisme, incidemment, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'économie de marché, une invention qui a 3000 ans, dont on ne connaît pas le père, peut-être même un peu plus. La Chine a été en marché avant la Rome antique, je crois. C'est l'économie de marché, mais finissant d'être une économie d'individus, personne physique vendeur, personne physique acheteur, pour devenir accessible aux grands unis. Parce que la machine à vapeur puis l'électricité sont mis à permettre à beaucoup de gens de travailler ensemble sur la même source d'énergie, très nouveau. C'est d'ailleurs ça qui a produit la suite. Et parce qu'aussi des outils juridiques, ça s'appelle la société unanime, la société anonyme, ont permis de rassembler beaucoup d'épargnants autour du même projet économique. Et donc, on a appelé capitalisme cette nouvelle forme du marché
dans laquelle ceux qui se confrontent, c'est pas seulement des individus, c'est aussi des groupes constitués qui peuvent même être très puissants. Et c'est la puissance qui a fait ce décollage foudroyant dans lequel nous sommes. Voilà dans lequel nous sommes. Ce capitalisme est un système dangereusement instable. On consomme l'instabilité maintenant à plein, et on le sait depuis le début. Cependant, de quand date à peu près l'essor d'un capitalisme constitué? Pas en commençant, je parle pas de Jacques Coeur. Capitalisme constitué, c'est 1800, 20, 30, 40, 50. De 1850, on commence à faire en plus de la statistique, jusque vers 1972, soit quelques 120 ans. En dehors de ces périodes de crise, violentes mais courtes, le capitalisme est de manière continue un système de plein emploi. On l'a complètement oublié. De manière continue un système de plein emploi. Variable, la durée du travail. Vers 1850, on travaillait 17 heures par jour, samedi compris, sans congé payé, ni retraite. Punition, 4000 heures par an. Pour la suite, je vais garder un chiffrage annuel de manière à neutraliser l'effet du fait que les congés payés d'été, maintenant qu'ils existent, ont des longueurs différentes selon les pays. C'est 5 semaines en France, c'est 15 jours aux États-Unis, toujours. Il faut annuler ça. Donc, on va la garder par an. Cette durée annuelle du travail, elle fait 4000 heures par an au début du capitalisme. Naturellement, c'est un esclavage. Et le combat des salariés organisés, même avant qu'ils soient organisés, d'ailleurs, ils sont organisés pour ça, le combat syndical, et principalement et tout du long, une lutte contre l'excès de la durée du travail. Et le mouvement se met en marche. Nous sommes passés à 3000 heures par an en moyenne, États-Unis, Amérique du Nord et Europe, 3000 heures par an vers 1900. Au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale, enfin, ce profil 1935-1940, on est déjà dans le 2000 heures par an, et on va y rester le temps de la reconstruction. C'est-à-dire qu'on est dans une plage 1935-36 à 1947-8-50, vers les 2000 heures par an. Et après 1950, le mouvement lent de baisse régulière continue. Et chose très curieuse, presque tout le monde au même rythme. Presque tout le monde au même rythme. Et ce mouvement nous a amené jusque quelque part entre 1550 et 1600 heures, où nous étions dans les années 1970. Et curieusement, ce mouvement s'arrête entre 1970 et 1975. Les statistiques sont extrêmement frappantes. Alors, à noter encore une chose fantastique. Donc, tout ça s'est fait par confrontation, souvent négociation, entre les employeurs et les travailleurs, et sur le marché, comme on dit, enfin, localement. Un seul pays a mis la loi, la France. Alors, c'est tellement compliqué à faire. Dès que vous avez 100 personnes dans une même entreprise, il y a 15 métiers. Et quand vous avez 3000 ouvriers sur un même site, faire travailler à la même durée, ceux qui travaillent pour la production, ceux qui sont obligés d'être à feu permanent à cause de la nature de ce qu'ils produisent pour le reste, ceux qui travaillent pour la conversation avec les clients, ceux qui sont acheteurs des fournitures, ceux qui sont à l'entretien, ceux qui sont à la comptabilité, ceux qui sont au commandement administratif, infernal, très difficile. Et donc, il faut que ce soit négocié pied à pied, dans le détail. Il n'y a que ça qui marche, et qui a marché dans le monde entier, sauf en France. La France a fait 4 interventions législatives, uniques au monde, il n'y a pas d'autres exemples, et que toutes les fois étaient bien inspirées, naturellement, et toutes les fois des catastrophes, parce que la loi est trop brutale, c'est un marteau-pilon qui ne regarde pas ce qu'il écrase, et il ne permet pas la subtilité, la flexibilité, la négociation nécessaire pour entrer dans le détail, d'harmoniser des lieux de travail de gens qui ont des postes et des occasions d'être occupés tellement différentes. Alors, là, je n'entre pas. Toujours est-il que vers 1972, le mouvement s'arrête, et on ne sait pas très bien pourquoi. Il semble bien que tout soit passé comme si nos confédérations syndicales, le monde entier, développées, pas en train de nous parler ni d'Afrique ni d'Asie, là, hein. Nous sommes dans les pays développés. Mais pays développés, monde entier, il semble bien que le mouvement syndical a rencontré une espèce de blocage psychologique en dessous de 40 heures. Un peu comme si
le discours. Il n'acceptait pas, au fond, l'argument patronal, considérant chaque heure de travail comme un petit morceau séparé, dont il faut négocier le coût le plus bas possible. Pour le mouvement syndical, le salaire, c'est la rémunération principale d'un chef de famille chargé de 2 enfants petits. Point. Et c'est assez symbolique pour qu'on négocie le total, et qu'on n'accepte pas de le fractionner. Mais c'est vrai que passer 40 heures ou en dessous, le symbole perd de sa force. Et donc, il y a eu du calme dans la militance pour la continuité de la baisse de la durée du travail. Et pourtant, la productivité, elle, je revois ce que Claire disait à l'instant surabondamment, elle continue. Alors, ici, il faut rajouter quelques éléments d'argumentation. Dans cette affaire, on a rencontré des alliés. L'un d'entre eux, c'est Henry Ford, dont tu as cité le nom tout à l'heure. Vers 1923, ce type, qui très jeune, était déjà le plus puissant industriel du monde. Parce que Ford était la plus grosse compagnie automobile du monde entier. Trouvait que la reprise, ça veut dire, ah ouais, bon, c'est sans espoir. Trouvait que la reprise de l'économie après les 2 guerres, après la Première Guerre mondiale, était trop lente. Il a eu une bonne idée. Il a inventé un système qui était 5 jours de travail payés 6. Et il expliquait, je paye mes salariés pour qu'ils m'achètent mes voitures. Il avait lui compris. Ce que la plupart des patrons n'ont pas encore compris. C'est que le salaire ouvrier, c'est le pouvoir d'achat qui consomme. Et donc il a contribué à cette mise en place. Mais sa doctrine a gagné, elle est devenue acceptée monde entier après la Deuxième Guerre mondiale, après laquelle tous les pays au monde, y compris la France, bénissaient chaque année de grandes négociations entre salariés et patrons pour fixer le niveau des salaires au plus près possible de l'augmentation de la productivité. Les 30 glorieuses, le plein emploi, ce sont des salaires indexés sur le niveau de la productivité. Et quand la durée du travail s'arrête de baisser, on ne sait plus où aller. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que l'année 70, c'est aussi une année de tassement du potentiel de puissance que comporte le capitalisme. Derrière ces grandes années, cette immense croissance et développement, il y avait des industries qui terraient l'autre. Ce furent d'abord les chemins de fer. On a mis 70 ou 80 ans à mettre tous les réseaux de chemins de fer dans tous nos pays. Ça fait des kilomètres, ça fait des tonnages, hein, et ça fait de l'activité. Juste après, ce fut la voiture automobile. Et c'est en 1972, curieusement, qu'en Europe, c'est la date moyenne des États-Unis, ça s'étaille sur une période un peu plus longue, mais c'est le même moment. Le marché de l'automobile est arrivé à saturation. 95% des gens en avaient une, et par conséquent, le marché de premier achat s'est arrêté. Il n'y a plus sur l'automobile qu'un marché de renouvellement. La vitesse de croissance, elle s'est naturellement infléchie. Et curieusement, c'est à peu près au même moment que vous avez aussi le passage au marché de renouvellement, avec l'extinction du marché de premier achat par saturation, pour les gros morceaux d'électronique brune, c'est-à-dire la télévision noir et blanc, et de l'électronique blanche, c'est-à-dire la machine à laver le linge. Et depuis, les industries d'informatique, la fabrication de nos portables, nos micros, etc., ou de nos télévisions même, n'a jamais occupé un tel volume de travail, ou le besoin d'un tel volume de travail. Et c'est ça qui fait la catastrophe sur le plan du niveau de l'emploi, d'autant plus que la durée s'arrête de baisser. Une autre phrase à avoir dans la tête, elle est de Keynes. Keynes était très jeune, mais déjà formidable génie de l'économie, et il écrit en septembre 1930, « Cette récession où nous sommes est due au traitement stupide, contre-performant d'un krach boursier. Un krach boursier, ça fait perdre de l'argent aux spéculateurs. C'est pas automatique que ça tombe sur l'économie réelle, nos pouvoirs d'achat, ce que nous fabriquons, ce que nous vendons les uns aux autres. En 1929, c'était devenu une récession par imbécilité publique. Et Keynes, trouvant la réponse sous la forme d'une recherche de l'incitation, de la reflation, de l'incitation par la dépense publique et par le jeu du déficit public. Il écrit en gros, maintenant on saurait faire. Et cette crise, on devrait en sortir rapidement parce qu'on y est
rapidement, il peut y avoir un effet balle de ping-pong. Il y avait dans la tête, si vous vous mettez à utiliser mes réflexions qui marchent, il n'y aura plus de crise à la limite. Et donc, il écrit, septembre 1930, ce qui est quête, c'est pas ça. Les crises, on saurait les traiter. C'est que l'humanité est en train de sortir de son problème économique, de sortir de la rareté. Et je me demande, moi qui est en septembre 1930, si à la fin du siècle, alors on a passé 10 ans depuis nous, la fin du siècle, depuis il écrit en 1930 pour 2000, si à la fin du siècle, il ne suffira pas de 3 heures par jour, ou de 15 heures par semaine, de travail salarié productif pour que l'humanité subvienne à ses besoins. Il faut que ce soit véridique, il faut lire le texte qui fait 20 pages, 2 pages de plus. Parce qu'après, vous trouvez un autre paragraphe qui dit « Mais quand je vois ce qu'ont les gens très riches de notre temps, 1930, les aristocrates de l'industrie américaine très riches, font de leur argent, je me demande s'il n'y a pas lieu de craindre une dépression nerveuse universelle. » Voilà le rapport. En tout cas, nous sommes dans un chômage absolument persistant, faute de savoir manier la durée du travail. Alors venons maintenant particulièrement au cas français. Mais rappelez-vous, n'oubliez jamais que partout ailleurs, ça se fait spontanément, sans tabou, sans discussion nationale et sans loi. Sans loi. Avec une compréhension patronale d'une demande ouvrière. Il n'y a même plus de demande salariale maintenant parce qu'ils ne sont pas sûrs. En France, où il y avait de la résistance, en 1936, le Front populaire décide d'imposer les 40 heures, on était à 47 ou 48 heures de travail en moyenne. Et il le fait par une loi très brutale, qui ne prévoit ni exception, ni accommodement, ni dérogation. Le résultat, c'est que dans les quelques industries, ça a été le cas justement dans l'automobile, ça a été le cas dans le textile, ça a été le cas dans la chimie, où il y avait un goulot d'étranglement, où une usine en marche manquait de quelques produits. Vous ne pouvez pas accepter la violation de la loi sur les 40 heures pour produire un peu plus là où vous répondez au goulot d'étranglement. Le résultat fut le blocage de la production qui s'est mis à baisser. Catastrophe, tout le monde en a voulu. Horreur, dans les mémoires, dans les souvenirs, des États comme des patrons, de l'État comme des patrons, et deux en France. Quand commence la crise, c'est le moment de l'arrivée de François Mitterrand. Nous sommes toujours dans le haut de gamme, nous sommes toujours vers 40-41 heures de moyenne horaire à peu près. Et quand commence le chômage de masse, il avait commencé vers 72, il est déjà à 1,5 million, 1,8 million, près de 2 millions quand François Mitterrand est élu. Il m'a engueulé d'ailleurs parce que pendant la campagne électorale, j'avais dit aux gens, attention, c'est parti dans des conditions telles qu'on va passer sûrement 2,5 millions dans quelques temps. Et au lieu d'être fêté comme un pronostiqueur qui aide à la compréhension et à la recherche des traitements, je me suis fait engueuler pour briser l'espoir. Et du coup, j'ai fermé ma gueule et on n'a plus parlé de ça. Du coup, on n'a pas touché à la durée du travail. Ça commence. Mais ça a invinciblement continué. Et dans les têtes des syndicats ouvriers, notamment, est passée l'idée qu'il faudra peut-être faire bouger la variable majeure, celle à laquelle on a eu une seconde période de plein-emploi, qui est la durée du travail. Réaction positive relativement à FO, sous condition qu'on négocie. Réaction très positive à la CFDT, qui depuis le début est beaucoup plus attentive au chômage, parce que le chômage, c'est le chômage des non-syndiqués, pour l'essentiel. La CGTL ne défend que les syndiqués. Parce qu'ils sont syndiqués, ils sont pour l'homme, pour chômeur, et au boulot. Et donc pour la CGT, c'est un autre problème. Je regrette que ce soit comme ça, j'aime pas, et s'il y a des copains de CGT ici, ils s'expliqueront avec le responsable, mais c'est une constante terrible. Et la CGT, elle n'a pas voulu entendre parler. Or, ceux qui acceptaient d'entendre parler comprenaient qu'il fallait négocier. Quitte à y perdre un poil de salaire. On perd 5% de bon travail, il faut peut-être perdre, pour des raisons de répartition de productivité, 0,5 ou 1% du revenu. Et quand Mitterrand est réélu,
Cette disposition, elle est déjà dans les têtes, dans les esprits du patronat, qui est prêt à avaler quelque chose comme ça, et de la CGT. La CGT n'en voulait pas, a dit, si vous faites une réduction du travail, salaire totalement préservé. C'est-à-dire qu'elle appelle à une décision nationale, indépendamment des situations d'entreprise. On n'a quand même pas intérêt à mettre les entreprises hors de flot en trésorerie, bien entendu. C'est pas l'objet. L'objet, c'est au contraire que la machine continue de tourner. Et c'est comme ça qu'on a fait le coup des 39 heures, des 39 heures payées 40, en imposant au patronat 1 heure de paiement en plus, sans compensation. La compensation pouvait être diverse, il pouvait y avoir beaucoup de compensations de nature locale, propre à chaque entreprise, à condition qu'on les négocie. Interdiction. Le patronat gardait le souvenir d'avoir été trompé, et les quelques militants, notamment CFDT, mais pas seulement, qui avaient préparé les esprits autour d'eux à l'idée de négocier, en sachant qu'on préserverait 95-98% de la place, mais peut-être pas 100%, se sont fait ridiculiser. Cette mesure a eu pour résultat de confirmer aussi bien les patrons que les syndicats dans l'idée de « touchez pas à ça », l'État finira par décider tout seul, et il suffira de protester contre après. C'est ce qui se passe quand il n'y a pas de dialogue social. Regardez aussi les coûts de la sécurité sociale côté assurance maladie, c'est pareil. Bref, on fait rien, l'affaire rate son coup, et les 39 euros payés 40 n'ont pratiquement pas de signification pour l'emploi. Mais on passe à 3,5 millions de chômeurs. Maintenant, on est à peu près ça. Attention à distinguer entre les demandeurs d'emploi et les chômeurs, c'est pas tout à fait la même chose, il y a 1 million de différences. Enfin, quand même. Et tout ça passe jusqu'au gouvernement Jospin. Et là, 3,5 millions de vrais chômeurs, terrifiant. Tout le monde comprend qu'il faut bien recourir à l'avance de la durée du travail. Quelques gens qui avaient beaucoup réfléchi à tout ça avaient inventé l'idée qu'il fallait ajouter une incitation pour que les négociations s'ouvrent et qu'il y ait des chances qu'elles réussissent, ces négociations, entreprise par entreprise. L'incitation devait être que le patronat gagne quelque chose à faire baisser sa durée de travail. Ou qu'en tout cas, les embauches compensatrices, car c'est pour faire des embauches pour tout ça, soient le résultat d'un avantage financier. Donc un système purement d'incitation avec négociation à la clé. Et il a été rejeté par le gouvernement, Martine Aubry disant « Il n'est pas possible de demander à la majorité parlementaire de faire confiance aux patrons pour rétrocéder aux travailleurs, sous la forme de nouvelles embauches, un avantage résultant d'une décision du patron. » Et cette analyse est tragique, on s'est beaucoup engueulés tous les deux. Elle est tragique parce qu'il ne s'agit pas d'un avantage au patron. Il s'agit d'un calcul tel que le patron trouve pas d'inconvénient, au moins, à répondre à un besoin de société à coût égal. C'est ça le problème. Or maintenant, ça a produit quoi? Ces 35 heures, souvenons-nous quand même qu'elles ont permis de créer de l'ordre de 350 000 emplois. Il faut tout de même pas les oublier, ceux-là. Mais l'espoir, c'était d'en créer 1 million. Et le million, on l'a pas vu à cause de ce ratage. En tout cas, la France étant la France, ça a fait une formidable bataille politique. Dans la quasi-unanimité. Tout le monde des PME et PMI s'est solidarisé, on n'appliquera pas la loi. Et alors que si on avait négocié sur le marché, ça n'aurait pas pu se passer comme ça. Et bien entendu, c'est logique, le parti dans l'opposition à l'époque, il a gouverné longtemps, a décidé de les soutenir. Donc vous avez un blocage de l'UMP avec la totalité des PME pour saboter la loi. Le résultat de cette délicieuse situation, c'est premièrement qu'on ne peut plus en parler, deuxièmement, que la durée moyenne du travail, hors les chômeurs, c'est-à-dire pour ceux qui en ont même seulement un petit peu, en France, est toujours à 36h30, pour 2012-13, alors qu'elle est tombée à 30, quelque chose en Allemagne, qu'elle est à 31 aux États-Unis, qu'elle est à 34 aux Pays-Bas, je crois bien. Autrement dit, la différence très visible et très criante de taux de chômage, beaucoup plus chez nous que chez tous les autres, elle est directement corrélée avec ce temps de travail. Donc il faut remettre le sujet à l'ordre du jour. Mais pas par la contrainte de la loi.
Pas avec la cogne, ça ne marche pas, c'est trop compliqué, c'est trop subtil, et les situations sont trop différentes. D'accord. Enfin voilà. J'ai décidé d'être un peu détaillé parce que c'est trop étourdissant et trop c'est assommoir d'entendre tout à la fois avec les recettes sur tous les problèmes. Une suggestion là, faut parler de ça aux épiciers, aux entrepreneurs que vous connaissez dans le coin, dans les conditions concrètes où ils pourraient le jouer. Il faut repopulariser cette issue qui est la seule possible. Un pays qui a 5 millions de chômeurs, de la taille du nôtre, ne peut pas en vivre longtemps avec. Le drame politique est à la clé. Voilà, merci de votre attention.